Bonjour à tous, bienvenue sur l'Artitech. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de Olivier Marlins Ghost Rises. Vous l'avez vu récemment, Olivier Marlins 2 est sorti, suivi du Making of qui est sorti également il y a quelques jours. Pour ceux qui se poseraient la question, aujourd'hui c'est quelque chose d'un petit peu différent, c'est pas le Making of du film. C'est bien une analyse précise de quelques scènes, bien évidemment je peux pas analyser tout le film dans cette vidéo. Il dure 24 minutes, donc ça durerait des heures si je devais tout analyser. Aujourd'hui ce que je vais faire c'est simplement parcourir le film et m'arrêter à certaines scènes clés pour vous parler de mes choix de réalisation, de mes intentions de mise en scène, etc. Et je vous livrerai également à certains moments des petites anecdotes de tournage. Olivier Marlins Ghost Rises, c'est parti. Tu es certain que c'était lui? Je n'oublie jamais un visage. Je m'arrête simplement sur cette première scène pour vous donner une anecdote parce que c'est une des scènes qu'on n'aborde pas du tout dans le making of. Je précise que par contre vous avez des bonus dans la description du making of et vous pouvez retrouver simplement un petit behind the scene très rapide de cette scène-là avec quelques images de coulisses. Ici pour cette scène, en fait, il se trouve qu'on a tourné les plans d'Olivier et les plans de Lisa du même côté de la table et on a simplement inversé les sources et après vous voyez que au niveau des raccords ça fonctionne bien, on dirait qu'ils se regardent. Et pourtant... Parce qu'on a inversé simplement les lumières. Ce que je voulais transmettre ici, c'était directement première scène. On replonge dans un univers assez secret, assez confidentiel, grâce à une lumière extrêmement sombre comme ça. Ici, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément justifiée, cette lumière. On ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a un côté froid et un côté chaud. Il y a peu d'éclairage chez nous qui pourrait produire cet effet-là. Est-ce qu'on imagine qu'il y a une fenêtre et que c'est la nuit ou quoi? Je sais pas. C'est pas forcément justifié, c'est simplement une atmosphère. Et il se trouve qu'effectivement qu'on a tourné les deux personnages du même côté, séparément. Après, sur cette scène du Capitole, peu de mise en scène vraiment particulière. À noter ici qu'il lui donne la clé USB hors champ, tout simplement parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas la clé USB. On l'avait oublié. C'est affreux, mais c'est l'avant-dernière scène qu'on a tournée. Donc, parce que la dernière scène dans l'ordre du tournage, c'était la première scène du film. Et donc ça, c'est l'avant-dernière qu'on a tournée. Et il se trouve qu'on avait oublié la clé directement. Pire erreur. Enfin, pas pire erreur, mais erreur quand même assez énorme. Et donc, on savait pas comment faire. Et finalement, il fait mine de la ranger comme ça. Je connais quelqu'un à Bordeaux qui serait en capacité de la... Alors qu'en fait, il a rien dans la main. C'est ça qui est... Voilà. Mais ça fonctionne quand même. Et puis, on comprend surtout à partir de Bordeaux, de ce plan-là, quoi. Voilà. Sinon, on continue avec l'analyse, cette fois, analyse complète de cette scène. Ici, je commence avec un plan assez mystérieux sur des pas. On ne sait pas qui c'est. Pour le moment, on ne sait pas du tout qui c'est. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première apparition, on va dire, en temps réel, du personnage du Revenant. Parce que la première scène où on l'a vu, en fait, c'est un flashback. Donc, là, c'est la première fois qu'on le voit en même temps que l'histoire d'Olivier, en réalité. Donc, c'est assez intéressant. Et donc là, pour le moment, on ne sait pas qui c'est. On notera qu'on est de dos. On pourrait à la fois dire qu'ici, on a un puits de lumière, mais c'est très très léger. En plus de ça, j'ai sous-exposé la majorité du plan. Pour être bien exposé, en réalité, je suis bien exposé dehors. Vous voyez que ça, en fait, c'est une fenêtre et ça, c'est dehors. On est dans un parking. Je préfère dire que c'est un éclairage en contre parce que le puits de lumière ici a peu d'incidence. Et donc, c'est un éclairage en contre, c'est un éclairage, on pourrait dire un éclairage silhouette. Parce qu'on n'a pas du tout de détails au niveau de cette silhouette-là. Si on n'avait pas vu la première scène, là, on ne sait pas qui c'est. Et s'il n'y avait pas aussi l'objet reconnaissable qui est son chapeau, on ne saurait pas non plus. Ici, vous avez donc les lignes du parking, notamment cette poutre. Enfin, j'appelle ça une poutre, c'est du béton, je ne sais pas vraiment si c'est une poutre. Mais ici, cette poutre-là, avec ça aussi, en tout cas ces deux lignes qui convergent vers son visage. On note qu'on a encore une fois un éclairage hyper sombre avec un contre. Ici, un point de lumière avec ce trait. Vous savez que notre œil est attiré par les points de lumière. Donc ici, notre œil est attiré vers son œil. Donc c'est là qu'il faut regarder, c'est normal. Toujours très peu de détails au niveau des textures, au niveau de ses vêtements, de son visage, etc. On devine quand même le chapeau, il y a peu d'informations, mais on le devine. Et l'élément de composition sur lequel je reviens, c'est donc ces lignes-là qui permettent vraiment de faire converger vers son visage, où en plus il y a le point de lumière. Sur ce plan-là, on n'a pas d'autre choix. Pour le spectateur, je veux dire, qui ne s'intéresse pas au reste, on n'a pas d'autre choix que de regarder son visage. C'est exactement pour... Ici, foi hors champ. Pourquoi hors champ? Pour la simple raison que je ne voulais pas montrer la vipère. Voilà. Le but là, c'est qu'on se demande qui c'est. Alors bien évidemment, vous voyez le premier et le deuxième à la suite. Vous comprenez très facilement que c'est la vipère grâce à sa voix, tout simplement. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris grâce à la voix, on verra un autre indice qui est donné juste avant la scène d'après. Mais ici, on n'a que la voix. Et pour un spectateur qui n'a pas vu le premier,
c'est toujours mystérieux, on se demande qui c'est intéressant. Et puis en plus, l'indice qu'on va voir encore après va attiser cette curiosité. Ici, elle lui tend la photo de Léo. La clé. Ok, réaction. Pour le moment, on n'a pas trop d'idées, on ne sait pas vraiment qui c'est. Et si Marlene découvre la vérité? Et là, Alors, ici, un plan. Au début, on se demande un peu ce que c'est que ce plan. il faudra passer à la prochaine étape. Et ici, voilà, elle remonte et on distingue la bague serpent qui est très reconnaissable et qui avait déjà une importance dans le premier, tout simplement. Donc ici, c'est important, ce plan-là. Pour ceux qui ont vu le premier, encore plus. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est finalement quelque chose qui permet d'attiser leur curiosité. Introduction à Bordeaux. Ici, on va analyser également ce qui va suivre. Ici, un petit peu mentalité, mission impossible, si je peux me permettre. Vous avez toujours, à part dans le dernier, dans le 8, il n'y a pas trop, mais dans ceux d'avant, à chaque fois que vous arrivez dans une ville, vous avez plein de plans qui vous montrent la ville. Vous comprenez que vous voyagez, c'est génial. Ça vous pose un contexte avec une rapidité qui est géniale, en prenant quand même un minimum de temps pour contempler. C'est génial. Je pense notamment à l'arrivée à Venise dans le Mission Impossible 7, qui m'inspire tout le temps parce que je trouve ça génial, comme ça, d'avoir aussi, on sent qu'ils aiment les belles images, on sent qu'ils aiment le cinéma, on sent qu'ils adorent ça, parce qu'ils prennent le temps de nous montrer ça alors que c'est pas utile en soi pour le récit, parce qu'on sait qu'ils vont à Venise. Mais c'est beau de le voir, et ça vous met dans un contexte génial, en plus d'avoir une musique qui l'accompagne extrêmement bien. Donc ici, c'est un peu ce que j'essaie de recréer dès qu'on arrive sur un nouveau décor. Ces plans-là, on les a fait à la volée, ils ont peu d'utilité, mais c'est toujours pareil, j'aime bien mettre dans le contexte, et puis la musique était super, donc je me suis dit, il faut la faire durer un peu. Donc, j'ai mis ça. Peu d'utilité en soi, je sais pas si je dois considérer que c'est une erreur ou pas, mais voilà. Ok, anecdote de tournage sur ce plan, on voulait absolument qu'à la fin, il y ait le tram qui passe devant le Grand Théâtre. On l'a fait une première fois, le tram, on a eu beaucoup de chance, il est passé pile au bon moment, mais comme d'habitude, je la refais toujours, par sécurité, on ne sait jamais. On l'a refait une fois, le tram est un peu en retard, bon, on va attendre, et finalement, on a attendu à peu près... je sais plus, on a attendu un bon quart d'heure que le tram repasse cette fois. Et c'est cette prise-là qu'on a gardée finalement. Et ici, donc, c'est une référence à Mission Impossible 5, à Rogue Nation, où Tom Cruise est à Vienne et où il sort de la bouche de métro. Et après, il y a un plan devant l'opéra de Vienne. Et il se trouve que là, j'avais envie un petit peu de m'inspirer de ça pour le refaire. Et je trouve ça super. C'est-à-dire, on part, on ne sait pas trop où on est. À part... si on considère que vous connaissez Bordeaux et que vous voyez qu'il y a marqué accès Grand Hôtel. Mais sinon, ça dévoile de manière, je trouve, très sympa. J'aurais préféré qu'ils nous enlèvent la poubelle, le réverbère et puis l'espèce d'horloge là, mais bon, ça aurait coûté un petit peu cher. Vous voyez sur ce plan une symétrie qui n'est pas encore là mais qui va s'installer. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, pour moi, les deux, ils sont sur un pied d'égalité. Ou du moins, ils sont sur un pied d'égalité pour le moment. Parce qu'après, on va apprendre que Léo respecte énormément Olivier Marlene. C'est auquel cas, du coup, Olivier a un petit peu, un petit peu l'ascendant sur lui. C'est-à-dire que Léo va venir le respecter. Mais ici, donc, Léo à droite, Olivier qui va venir s'installer à gauche. Je crois que c'est la place de la Bourse en face. Avec cette référence au premier opus en soi, où on avait la vipère qui arrivait juste ici et qui rentrait dans ce bâtiment-là, avec l'appartement qui est dedans. Donc petite référence qui est centrale, mais je suis pas sûr que tout le monde l'ait repéré. Et après on va parler du reste parce que c'est intéressant. Mais donc ça, il faut savoir que c'est la dernière scène qu'on a tournée à Bordeaux, et vous allez comprendre pourquoi c'est utile. Donc ici Olivier arrive, symétrie parce qu'ils sont quand même sur un pied d'égalité, et ils sont même symétriques et ils sont même presque symétriques par rapport au bâtiment. Bon, ici c'est pas symétrique ici non plus, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce cadre au milieu, on peut dire au minimum qu'il est équilibré. On peut dire au minimum que c'est un plan équilibré. Ok, ici plan sur Olivier. Celui-là est moins intéressant que l'autre, hein, vous allez voir. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Deux lignes, déjà, deux lignes qui se voient directement, voire plus, hein, mais celle-ci et celle-là qui dirigent vers lui. Voilà, c'est tout. Ici, on voit pas très bien le visage de Léo, ce qui est voulu. Parce que pour le moment, Léo, c'est un personnage qui est destiné à être secret. Il deviendra moins secret à partir du moment où il va commencer à se lancer dans sa course, avec le revenant derrière lui pour essayer de trouver les données. Ce que je voulais noter ici, donc, c'est qu'on a les deux lignes, mais le plan de Léo est beaucoup plus intéressant parce que quand on a connaissance de la course-poursuite qui vient après, moi j'aime bien ça, il y a déjà le décor de la course-poursuite qui est derrière. Pour le coup là, c'est voulu d'avoir comme ça ces petits éléments, on les note pas, après la course-poursuite se déroule devant.
Moi, simplement, c'est un petit détail que je trouve sympa. Voilà, c'est d'avoir comme ça les décors suivants dans le cadre. Vous êtes bien celui que j'attendais. Première apparition de la clé, et ici, économie de mise en scène. Enfin, économie de mise en scène, je sais pas, mais simplicité de la mise en scène au minimum, parce que on aurait pu faire un insert ou autre, simplement non. Tilt vers le bas, et c'est bon. Et on comprend ce qui se passe. Bon, ici, je fais quand même un insert avec un raccord mouvement, parce que l'autre plan aurait pas pu permettre qu'on voit aussi bien la clé, qui est quand même un objet hyper important. Donc ici, c'est indispensable qu'on le voit bien, et surtout qu'on voit bien l'action qui suit. La transaction. Léo prend la clé. Je n'ai fait que mon travail. Je vais faire le mien tout de suite, monsieur Marlins. Et on repart sur le large, tilt vers le haut, très simple. Ici, bon, ce plan, je l'adore. J'adore parce que simplement, c'est pareil que le plan dans le parking, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de regarder Léo. Parce que vous avez les lignes là, cette ligne, cette ligne, cette ligne. Et sur ce plan-là, le fait d'avoir un premier plan qui est utile et un arrière-plan qui l'est aussi, c'est parfait parce que, en plus du fait qu'on a le focus qui est fait sur Léo, quand il regarde, son mouvement de regard nous incite à regarder derrière. Et avec ces deux lignes-là, on regarde automatiquement derrière. Autrement dit, ce plan-là fonctionne très bien aussi. Avec le raccord du plan d'après en plus. Puisque là, on n'est pas du tout avec le revenant. Là, le revenant, il est là, c'est une menace, on n'est pas censé le voir trop. C'est Léo sait qu'il est là, et le revenant a un mode opératoire très très discret, très très froid. Et si vous voulez, ça a aucune utilité après qu'on vienne avec le point de vue du revenant, parce que le revenant, à ce moment-là du film du moins, on est loin d'être proche de lui, il n'y a pas besoin d'être proche de lui. Donc on revient sur ce plan-là. Ici, introduction, et ça, j'avoue, je suis hyper content de cette introduction. Introduction du personnage d'Olivier Marlins dans la scène. Parce que grâce à ce cadre dans le cadre, on voit Léo rentrer dans la maison, et instinctivement, selon la personne, on va le conscientiser plus ou moins, mais on sait du coup maintenant qu'il y a Olivier qui regarde. Parce que là, on n'est plus du point de vue de Léo. Parce que Léo, il l'a pas vu Olivier. Là, on est purement du point de vue d'Olivier. On rebascule du point de vue de Léo. Bon, ici, problème avec la règle des 180 degrés, mais c'est pas grave parce qu'on comprend ce qu'il fait. Voilà. C'est juste ça. Si on comprend ce qu'il fait, c'est pas grave. Pour moi, c'est ma philosophie. C'est si ça sert le récit de pas faire attention à la règle des 180 degrés, ne la suivez pas, simplement. Bon, ici, simplement problème de 4 parce que je coupe le haut de sa tête. Donc bon, ça c'est un petit problème. Mais on comprend globalement, c'est pareil. Donc ici, on est toujours point de vue d'Olivier, mais pas exactement, parce qu'on est avec lui, mais on est presque d'un point de vue externe, en fait. Parce qu'on voit deux choses en même temps. Le revenant, lui, n'a aucune idée du fait que Olivier est là. On se dit qu'il n'a aucune idée du fait qu'il est là. On peut se dire également qu'avec le caractère du revenant, même s'il avait vu Olivier, il l'aurait fait quand même. Voilà. Parce que le personnage est comme ça. Et Olivier, là, commet une grave erreur. Léo est rentré dans la maison, Olivier se dit que c'est bon. Non, malheureusement, c'est pas bon. Il rentre dans la maison. Retour avec le point de vue de Léo. Ici, je suis un peu content parce que, regardez. Fusil de Tchekhov, il y a le pistolet juste ici. Fusil de Tchekhov, oui et non. Ce n'est pas dit explicitement que le pistolet va servir. Mais en soi, il est là et il va servir après. Donc pour moi, c'est un fusil de Tchekhov. Bon, on raccorde ici. À ce moment-là, série de raccords mouvements très simple. Sur ce plan-là, on a des jump cuts aussi pour montrer donc une accélération. Il cherche. Ici, voilà, ici donc c'est une accélération parce qu'il cherche, mais là il l'a trouvé. Bingo. On raccorde. Et là vous l'avez vu ou vous l'avez senti, changement de rythme. On était sur quelque chose de défréné, rapide. Léo qui cherche, il trouve pas. Ah si, il l'a. Ok, je le mets sur le bureau et tout. Et là d'un coup, travelling avant très léger pour accentuer ça. Et d'ailleurs, ce qui va être intéressant de noter, c'est que ce plan de travelling avant vers la porte, on l'a 3 fois, parce qu'on l'a au moment où Léo y rentre, le revenant rentre, Olivier rentre. Donc on l'a 3 fois. Et à chaque fois avec une intensité différente. Léo qui rentre dans la maison, il est hyper lent. Le revenant aussi, il est lent. Par contre, quand Olivier va rentrer dans la maison, là ça va être un travelling avant beaucoup plus prononcé. Bref, on s'éloigne un petit peu. Ici, on a le rythme qui redescend un petit peu, parce que le revenant rentre, et que le revenant, il a un mode opératoire très froid, très tranquille, très calme. Et il veut pas se faire repérer aussi.
On va néanmoins suivre un petit peu le revenant pour nous permettre de passer en contre-plongée avec un plan taille. Parce que en passant en contre-plongée, on augmente cette menace. Avant, en plus d'avoir le plan d'après, vous allez voir qui nous dit clairement qu'il va avoir un petit problème pour Léo. Ok, je suis assez fier de ce raccord parce que le mouvement va dans les deux sens sur les deux plans. Gauche à droite aussi sur le plan d'après, regardez. Je trouve qu'en fait ça fonctionne bien. Je trouve que ça fonctionne bien. Ok, Léo branche la clé. Bon, ici le plan est un peu dégueulasse, on va pas se mentir. Vite. Et ici, on retourne avec Olivier. En réalité ici, pour donner le terme, c'est un montage alterné entre les trois personnages, entre les points de vue des trois personnages. À l'exception de, et je suis curieux s'il y a quelqu'un qui a la réponse dans les commentaires, du plan de tout à l'heure où Olivier ne regarde pas la porte et où le revenant rentre, je serais curieux de savoir comment on peut qualifier ce plan. Parce qu'en réalité, du coup, on n'est pas réellement du point de vue d'Olivier, puisque c'est un point de vue qui est, du moins, c'est un mauvais point de vue. On est à sa place, donc théoriquement on le voit, mais on est plus externe quand même, parce que on sait ce qu'il devrait voir, mais le revenant rentre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc si quelqu'un a la réponse, je suis très curieux, ou même d'avoir votre avis dessus, même si vous n'avez pas de réponse, un avis, ça m'intéresserait beaucoup de vous lire. Donc ici, on repart du point de vue d'Olivier, qui est au passage, on peut le noter, je ne l'ai pas noté depuis tout à l'heure, parce que depuis tout à l'heure, ça avait plutôt un atout de composition. Mais ici, pour le coup, ça devient narratif, le fait d'avoir le cadre dans le cadre. Parce que là, il est enfermé dans sa voiture. Il était enfermé en quelque sorte dans le fait de ne pas l'avoir vu. Vue subjective. Ok, la porte est ouverte. Réaction. Raccord mouvement, si on veut. Ok. On n'est pas déboussolé, on sait directement où on est. Pourquoi ? Parce qu'avant d'être retourné ici sur Olivier, on avait eu ce plan. Sur l'ordinateur aussi. Et on le voit très bien. Et après, Olivier claque la portière. Retour sur l'ordinateur. Donc à partir de là, on peut pas être perdu. Ok, réaction de Léo directement qui m'a fait une impro en insultant la vipère. En réalité, en fait, je l'ai laissé pour une question de timing. Sinon, ça me plaisait pas forcément trop. Putain de vipère. Ok, bon, ici. Ici, pour moi, c'est super parce que, en fait, le revenant est dans le champ. Mais avec cette composition où on a Léo au premier plan, on le voit pas. Mais quand vous voyez ça, vous voyez pas les chaussures au premier abord. C'est ça qui est, pour moi, c'est la réussite de ce plan. Le fait qu'il le dévoile comme ça et qu'on n'a pas revu le revenant depuis plusieurs dizaines de secondes. Et la façon dont on le revoit, c'est parce qu'il a eu comme ça un acte de puissance, entre guillemets. En plus, et puis on voit clairement, bon, ici la lumière en contre, vous voyez, qui dessine un peu le contour du revenant. Mais au-delà de ça, il ne bouge pas. Et puis on a, ça c'est la petite touche que je trouve sympa, qui est un peu une ref au vieux film où ça jouait beaucoup avec les ombres comme ça. L'ombre ici du pistolet, je trouve, sur le mur, qui carrément, j'aurais dû faire un plan uniquement sur ça. Peut-être dans un prochain métrage. Honnêtement, ici, je ne saurais pas trouver le climax de la scène, parce qu'il y a beaucoup de moments importants. On a eu une descente du rythme après que le revenant soit rentré dans la maison, un rythme plus lent, avec plus de suspense. Et là, d'un coup, on repart très fort. Très fort déjà par la musique et surtout par ce travelling avant avec Olivier qui rentre dans la maison. Et c'est ce que j'expliquais dans le making of. Au moment où Olivier rentre dans la maison, pour moi ce qui fait les trois quarts des choses plutôt inconsciemment, c'est qu'il est conscient de rien. Parce qu'à ce moment-là, le spectateur il sait que la vipère est dans le complot, que le revenant allait donner. Enfin finalement ça aura pas trop d'importance. Mais à ce moment-là on n'en sait rien. Donc la vipère est dans le complot, le revenant allait donner. Léo est mort. De son côté, Olivier il a connaissance de rien. Donc il rentre dans ce lieu qui représente en fait tout ce qu'il ne connaît pas. D'ailleurs, ces regards qui nous montrent très bien, entre guillemets, qui sait pas où il est. Ok, bon, le revenant qui balance le flingue. Bon, alors ici, alors, je vous le dis, mais maintenant vous allez voir que ça quand vous allez voir le film. Il y a Olivier qui est en train de faire le making-of dans le reflet. Je l'ai vu en montant le making-of. Je l'avais même pas vu sur la version de base. Bon, si un jour je fais une version remasterisée du film, je supprimerai les reflets comme ça. Pareil pour les reflets dans les lunettes. Donc à ce moment-là, j'enlève la clé. Bon, ici, non-respect de la règle des 180 degrés, mais c'est aussi parce qu'on comprend globalement ce qui se passe. À partir de là, je vais pas vous analyser la course-poursuite. Je pourrais juste vous dire qu'au début de la course-poursuite, ça fonctionne plus après parce que quand je réalise une séquence de poursuite, je fais pas attention aux règles de mouvement. Parce que pour moi, droite-gauche, gauche-droite, si on comprend l'action, c'est le principal. Mais on peut quand même noter que Olivier, pendant toute la première partie de la course-poursuite, va de droite à gauche parce qu'il recule dans sa quête.
il a plus rien. Ici, quelques compositions, pareil, du coup on parlait de la grande roue qu'on voyait au loin sur la discussion de tout à l'heure. Voilà une utilisation, on la retrouve ici. On va avancer dans le film. Ici, cette scène, pareil, j'ai peu de choses à dire. Là, pareil, peu de choses à dire sur cette scène-là, qui fonctionne à base de vue subjective et de cut réaction. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la scène qui suit. Donc à ce moment-là, Olivier a pris connaissance du fait que la vipère faisait partie du complot, mais il a pris le dossier où il y avait marqué confidentiel, mais il ne l'a pas encore ouvert. Ok. Bon, ici, exposition, toujours, bon, ça c'est le flingue, c'est parce que ça fait stylé, voilà. On a, bon, un rappel des couleurs ici, avec les deux, la carafe, le vert ici, qui rappelle un petit peu les couleurs chaudes qu'on peut avoir ici, et on a bien sûr un contraste chaud-froid, que j'adore. Tu savais que c'était la vipère, mais tu m'as rien dit. Pour moi, ici, en fait, ce mouvement qui arrive, il dynamise la scène. En fait, c'est surtout ça. Mais ce qui va nous intéresser sur cette scène-là, c'est plus la composition que le mouvement en réalité. Parce que là, en fait, ces rideaux-là, et le fait qu'il y ait cette ouverture ici, et même ce pilier ici, ça va me permettre pendant toute la scène de jouer avec les séparations entre les deux personnages qui, à partir de ce moment-là, sont totalement séparés. Et Olivier, au début du plan, vient se mettre de son plein gré dans cette zone où il est séparé. Puisque vous voyez qu'avec cette ligne, il est plus du tout avec Tom. Je la croyais morte depuis des mois. Maintenant, on va faire attention à cette ligne ici, cette ligne, entre guillemets, cette ligne rouge, sans mauvais jeu de mots, avec donc le mur rouge. Au passage, Tom ressort très bien sur le mur rouge, puisqu'il est en noir, etc. Mais là, cette ligne ici, vous allez voir qu'il ne la dépasse pas avant un point précis. Olivier, si je t'en avais parlé Je veux dire avec sa tête. Le reste, je suis totalement conscient que ça dépasse, mais avec sa tête. trop tôt, tu aurais foncé tête baissée. Donc là, vous avez vu, ici Olivier, toujours séparé pour moi par cette ligne, notamment ici. Tu m'as laissé croire qu'elle n'existait plus. Parce que je devais être sûr. Toujours séparé par cette ligne. Pour moi, ça fonctionnerait mieux s'il chevauchait pas. Mais sur le moment, dans ma mise en scène, je me suis dit, ce qui compte, c'est le visage. En réalité, ça aurait été tout le sujet. Parce que je savais ce que ça déclencherait chez toi. On repart sur le large. Ok. Olivier ouvre le dossier. Donc ici, insère sur le dossier. Il tourne les pages. On comprend qu'il y a un lien avec la Corse. Il y a une bombe. Un attentat. Ok, toujours cette ligne. Un attentat. Oui, un attentat. Et donc là, il comprend encore plus. Je resserre parce qu'à ce moment-là, du coup, resserrer implique constamment de se rapprocher émotionnellement du personnage. Donc ici, peu à peu, vous avez vu dans la scène que on resserre de plus en plus. Au début, on était très large. Là, on resserre de plus en plus. Mais on resserre avec toujours cette ligne ici parce qu'ils sont séparés. Forcément, Olivier, là, il est pas très content. Tom lui a quand même caché un attentat qui a l'air très grave. Attentat ? En Corse ? Et c'est là que c'est important. Tom franchit la ligne. Il franchit la ligne parce qu'il se rapproche émotionnellement de Olivier. Puisque Tom n'est plus vraiment dans l'affrontement. Il sait, parce qu'il l'a vu sous ses propres yeux, que Olivier sait. C'est bon, il est au courant. Donc autant se ranger entre guillemets de son côté. Et cette fois, il va falloir y aller. Il franchit la ligne parce qu'il se rapproche de lui. Alors, pas qu'un simple attentat. Il prévoit de rayer l'île de la carte. Et en plus, vous savez que les amorces dans les dialogues veulent dire beaucoup, et plus vous avez une amorce grande, entre guillemets, plus vous rapprochez les deux personnages. Et plus vous augmentez la focale en même temps, plus ils paraissent proches. Donc ici, pareil, avec ce plan, on a augmenté la focale, et on a une amorce droite avec Olivier. Donc, si vous voulez, ils sont rapprochés émotionnellement. Une bombe d'une puissance. Plan d'après, vous allez voir que Olivier, quant à lui, est moins dans cette optique de collaborer pour le moment. Inédite. Déjà, il referme le dossier. Mais vous allez voir que c'est toujours resserré. Et cette fois, donc, il y a toujours la ligne. Parce que là, il est pas content, Olivier. Pour te protéger. Et donc ici, on resserre encore plus. Vous pouvez regarder l'autre plan. Ici, c'est encore plus resserré. Et l'amorce prend encore plus de place. Pour qu'on ait une chance d'agir au bon moment. Et cette fois, on a changé. Ils sont tous les deux dans le plan. Il n'y a plus de ligne qui les sépare. Amorce avec Tom. Et cette fois, ils vont collaborer ensemble et ils vont y arriver. On s'en occupe maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Bon, à partir de là, j'ai pas trop de méthode de réalisation à vous montrer. On a après ce moment-là où, clairement, on peut noter sur cette scène que Olivier est face aux deux. Et il est tout petit. Vous voyez que ici le revenant, ici la vipère. Olivier, il est tout petit au milieu. Quand même, je suis content. Il y a cette ligne qui dirige vers lui. Ça, c'est assez sympa. Ici, pareil, il regarde, mais il a pas beaucoup d'air de ce côté.
Ça traduit le fait que clairement il est un petit peu enfermé, il est face à deux figures très très compliquées à aborder entre guillemets, il va avoir du mal à arriver à ses fins. Je me permets aussi de vous donner des défauts, hein, bien sûr. Ce plan-là pour moi est mal fait parce que la vipère est théoriquement plus importante que le revenant et que même quand le revenant parle, elle serait censée être à la même hauteur que lui. Donc ça c'est la petite erreur de mise en scène. Sinon ici Olivier part en courant, on voit que eux ils restent statiques. Ils pensent clairement qu'il ne réussira pas. Après, niveau de la scène sous-marine, je me permets quand même de vous parler, pas de la mise en scène, parce que ici, c'est ce que j'ai expliqué dans le making-of, pour moi, il y a un gros problème de mise en scène avec la scène sous-marine, puisque les plans ont peu de rapport entre eux. La seule chose que je noterai sur la scène sous-marine, c'est le fait qu'à la fin, on a un fondu au blanc, qui est naturellement associé à ce qu'on pourrait qualifier d'explosion. Souvent, dans les films, quand vous avez une explosion nucléaire, c'est un fondu au blanc. Et ici, je choisis un fondu au blanc pour surprendre le spectateur, pour qu'il soit pas sûr de l'issue. Cette fois fondu au noir, et là on comprend d'abord que ça n'a pas explosé. Où est Olivier? Réponse avec la bascule de focus qui va suivre. Sur la note de musique en plus. T'es rentré? C'était moins une. Ok. Ici pareil. Bon, le raccord lumière, jugez pas le raccord lumière qui est pas bon. Ils se prennent dans les bras. On resserre. Pose-toi, tu le mérites. Et ici, la scène de fin, qui est géniale. Côté réal, je peux pas trop vous dire. J'ai essayé de faire quelque chose de le plus cinématographique possible. Le plus simple possible aussi, c'est important. Vous voyez, ce plan-là, pas compliqué. Et surtout, sur cette scène-là, on prend le temps. C'était ça le but, c'est vraiment on se pose, on contemple. Mon plan préféré de cette scène, c'est lui. Parce que vous avez les deux lignes ici, pour moi, qui mènent excellemment bien vers Olivier. Et en plus, vous allez voir que ces pas se posent sur les notes de la musique. Pas lui, celui d'après, regardez. Et puis je l'ai pas noté, mais il y a le 4 dans le cadre juste ici, qui nous permet vraiment de le voir arriver. Ici encore un 4 dans le 4 qui a peu de signification. Vous allez voir qu'il y a des faux raccords terribles avec les lunettes sur les plans qui vont suivre. Et quand la musique décolle, on peut partir sur la vipère. En marche. Il faut parfois briser le monde Tous ces plans-là avec les flares très marqués, je les adore. Ici, je me suis pas soucié de la qualité de l'image, je me suis dit, je veux ce rendu, et le rendu est présent. pour espérer le réparer. Plus la D'ailleurs, si on fait attention, on voit que sur le plan de silhouette de la vipère avec le flair sur le point de force numéro 2, je pense, on peut voir clairement que j'étais en mode automatique. Carrément. Là, il n'y a même pas manuel, là c'était full automatique, parce que vous voyez qu'il y a le diaph qui se ferme. Peu à peu, vous voyez surtout si vous regardez en haut à gauche. ce qui est déjà en marche. Là, Il faut parfois briser le monde pour espérer le réparer. en fait, on n'y fait pas attention parce qu'ici, on est dans la contemplation. Là, pareil, il n'y a pas le focus, mais est-ce que c'est grave? Pas tellement. Ce qui est fou, c'est que le focus est vraiment au premier plan. Vous regardez ça, c'est net, quoi. On repart sur Olivier qui lit. Il y a toujours les lunettes dans le cadre et c'est hyper important en réalité. Là, il y a une nouvelle musique qui démarre au moment où il relève les yeux. On va le comprendre parce que en fait, j'ai déjà les idées de scénario pour le 3e. Je vous l'annonce, sûrement dans un an. Quand il relève les yeux, là, une nouvelle musique démarre. C'est un nouveau choix. Et en réalité là, ce plan-là, je l'ai inversé parce que je me suis dit que ce serait un parallèle intéressant qui se regarde en fait. Il regarde de droite à gauche, c'est comme un dialogue. Vous voyez? Elle tourne la tête. Il range la lettre, ça c'est important de se souvenir, hein, qu'il range la lettre, il l'a. Ça c'est uniquement par style, parce que sincèrement ça en fait ça a peu d'utilité. Hein. Le fait que la vipère regarde et tout, ça n'a pas de signification, ça c'était juste parce que ça fait joli. Il réajuste les lunettes quand même parce que c'est Olivier. Et voilà, et il sort de la tour, il est plus visible. Tout ce qu'on voit, c'est ses lunettes. Et tout ce qu'on voit en réalité, c'est son personnage d'Olivier Marlins qui est ici. Parce que pour moi, les lunettes représentent Olivier Marlins en réalité dans toute cette série. Quand il a ses lunettes, c'est Olivier Marlins. Voilà, c'est simplement ça. Bon, quand il les a pas, c'est aussi Olivier Marlins. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment l'objet qu'il représente. Dans la majorité des films, notamment par exemple de Nolan, chaque personnage a un objet qui lui est propre. Qui
qui lui est propre. Et ici, par exemple, Olivier, c'est ses lunettes, le revenant, c'est le chapeau, la vipère, c'est sa bague. Tous ont un objet. Bon, Tom, c'est plus subtil. Tom, je vous laisse le trouver dans les commentaires, Tom. Ça m'intéresse. Tous ont un objet et le fait de laisser l'objet quelque part a une signification particulière. Vous pouvez pareil essayer de le deviner, mais je vais pas vous dévoiler cette signification parce que ça va vous spoil toute la suite qu'on a déjà imaginée en fait. J'espère finalement que cette analyse vous a plu. C'était presque pas préparé du tout. Hein. Vraiment, j'ai lancé le film pour vous parler de comment je l'avais réalisé. Donc j'espère quand même que ça vous a plu, que ça vous intéressait. N'hésitez pas à faire vos retours, à me donner peut-être des conseils, à faire tous vos retours sur les méthodes de réalisation, sur ce que vous avez pensé du métrage, hein, toujours. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Salut tout le monde, à plus.